Le corps d'un enfant gît, immobile, dans les marais salants du sud de Boston. 18 avril 1874. La brume matinale s'accroche aux quenouilles, tandis que des policiers pataugent dans l'eau trouble, leurs visages blêmissants à la vue de leur découverte. Horace Millen, âgé de 4 ans, à peine plus qu'un bambin, a été poignardé à 18 reprises. Son petit corps, tordu et brisé, raconte une histoire d'une cruauté inimaginable. Les blessures sont profondes, délibérées, sauvages, l'œuvre de quelqu'un qui a pris plaisir à chaque coup de lame. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans les rues pavées. Les mères serrent leurs enfants plus fort contre elles. Les pères exigent des réponses. La police de Boston a déjà été confrontée à la violence, mais jamais à une telle chose. Rien d'aussi méthodique, d'aussi brutal, infligé à quelqu'un de si innocent. Ils cherchent des indices dans la boue et les roseaux, espérant trouver une trace du monstre qui a pu commettre un tel acte. L'hypothèse est simple. Ce doit être l'œuvre d'un adulte dérangé, quelqu'un qui rôde dans l'ombre de Boston, s'attaquant aux plus vulnérables. La ville se prépare à une chasse à l'homme, s'attendant à coincer quelques vagabonds pervers ou un fou échappé d'un asile. Mais à mesure que l'enquête progresse, la vérité se révèle bien plus dérangeante que quiconque aurait pu l'imaginer. Le tueur n'était pas un homme ténébreux tapi dans la nuit, c'était un garçon à peine plus âgé que ses victimes. 3 ans plus tôt, dans le quartier ouvrier de Charlottetown, une autre sorte de ténèbres prenait racine. Jesse Harding Pomeroy avait 12 ans, le teint pâle comme un matin d'hiver, avec des cheveux filasses qui lui tombaient sur le visage comme un rideau. Sa caractéristique la plus frappante était son œil droit, voilé par une malformation de naissance, d'un blanc laiteux et aveugle, lui donnant un regard dérangeant et asymétrique qui mettait les autres enfants mal à l'aise. La famille Pomeroy vivait modestement sur l'avenue Bunker Hill. Le père de Jesse, Thomas, luttait contre l'alcoolisme et a finalement abandonné sa famille, laissant sa femme Ruth élever seule Jesse et son jeune frère Charles. Ruth travaillait sans relâche, faisant de la couture et ouvrant plus tard un petit atelier de confection. Mais l'absence d'une figure paternelle laissait un vide qui semblait s'agrandir de mois en mois. Jesse était brillant, d'une manière anormale. Il dévorait les livres avec une intensité qui inquiétait ses professeurs, en particulier les romans à 4 sous sanglants qui remplissaient les presses populaires. Les histoires de violence à la frontière, de massacres d'Indiens et de meurtres explicites devinrent son obsession. Pendant que les autres garçons jouaient aux billes ou au baseball, Jesse se plongeait dans ses récits de torture et de mort, son unique œil valide scrutant chaque détail macabre. Son intelligence, cependant, ne pouvait le protéger de la cruauté des autres enfants. Il se moquait de son œil aveugle, l'insultait, l'excluait de leur jeu. Cet isolement le rongeait de l'intérieur, fermentant pour devenir quelque chose de vénéneux. Là où d'autres enfants se seraient peut-être réfugiés dans la tristesse, Jesse commença à fantasmer sur la vengeance, non seulement contre ses bourreaux, mais contre quiconque était plus petit et plus faible que lui. Cet isolement devint l'incubateur parfait pour des pulsions plus sombres. Jesse découvrit que, s'il ne pouvait pas contrôler la façon dont les autres le traitaient, il pouvait contrôler la façon dont il traitait les autres. Cette prise de conscience fut enivrante. Le pouvoir, apprit-il, ne venait pas du fait d'être aimé ou accepté, il venait du fait d'être craint. Vers la fin de 1871, Jesse commença à traquer les plus jeunes garçons de son quartier. Il les abordait avec une fausse amitié, les attirant dans des endroits tranquilles près de Chelsea Creek ou dans des terrains vagues où personne ne les entendrait crier. Ce qui avait commencé par des menaces verbales dégénéra rapidement en violence physique. Il attachait ses victimes à des arbres, les piquait avec des épingles ou les battait avec des bâtons, tout en gardant un calme étrangement imperturbable. Sa première victime connue fut un garçon de 7 ans nommé Billy Payne. Jesse convainquit Billy de le suivre jusqu'à une cabane isolée, où il l'attacha et le tortura pendant des heures avec un couteau. Lorsque Billy fut finalement retrouvé, son corps était couvert de coupures et son esprit brisé par le traumatisme. Le témoignage du garçon était fragmenté, confus. Il parlait d'un garçon pâle, avec un œil étrange qui lui avait fait du mal sans aucune raison.
La satisfaction que Jesse tirait de ces rencontres ne ressemblait à rien de ce qu'il avait jamais connu. La peur dans leurs yeux, la façon dont ils le suppliaient d'arrêter, leur impuissance absolue, cela comblait un vide en lui que rien d'autre ne pouvait atteindre. Chaque acte de cruauté nourrissait un appétit grandissant qui exigeait des formes de violence plus élaborées, plus sévères. Au cours des 2 années suivantes, les agressions de Jesse devinrent plus fréquentes et plus vicieuses. Il développa un modus operandi, isoler ses victimes, puis les soumettre à des formes de torture de plus en plus créatives. Il gravait ses initiales dans leur peau, les brûlait avec des allumettes et les forçait à se déshabiller dans le froid. La composante psychologique était aussi importante que la douleur physique. Il voulait les briser complètement. Les parents de Chelsea et de Charlestown commencèrent à paniquer. Les histoires du mystérieux garçon tortionnaire se répandirent dans la communauté, mais Jesse était assez rusé pour éviter d'être capturé. Il variait ses terrains de chasse, frappait à différents moments de la journée et choisissait des victimes peu susceptibles de fournir des descriptions claires. Ironiquement, sa cécité partielle devint un atout. Les gens se souvenaient de son œil étrange, mais dans leur peur et leur confusion, ils ne pouvaient souvent pas fournir de détails utiles sur quoi que ce soit d'autre. Ces agressions créaient un règne de terreur parmi les familles locales, mais elles n'étaient qu'une préparation à quelque chose de bien pire. En mars 1874, la mère de Jesse, Ruth, déménagea la famille dans le sud de Boston et ouvrit un nouvel atelier de confection sur Broadway. Le changement de décor n'a en rien freiné les pulsions violentes de Jesse. Au contraire, ce nouveau terrain de chasse l'excita. Il avait perfectionné ses techniques sur les victimes de Chelsea et de Charlestown, mais il était maintenant prêt à franchir une ligne qui ne pourrait jamais être effacée. Katie Curran, âgée de 10 ans, passait devant l'atelier de confection des Pomeroy le 18 mars 1874, lorsque Jesse l'aperçut par la fenêtre. Il sortit et l'aborda avec un sourire, lui disant que sa mère avait à l'intérieur de beaux rubans qui pourraient lui plaire. Katie, charmée par la perspective de jolies choses, le suivit dans la boutique. Ruth Pomeroy était sortie faire des courses. Jesse et Katie étaient seuls. Ce qui s'est passé ensuite allait hanter les enquêteurs pendant des mois. Jesse conduisit la petite fille à la cave, soi-disant pour lui montrer plus de marchandises. Une fois hors de vue, il la frappa à la tête avec une pierre, lui fracassant le crâne. La violence fut rapide et décisive. Ce n'était pas de la torture, c'était un meurtre. Le corps de Katie fut caché dans le tas de cendres de la cave, recouvert de terre et de débris. Quand Ruth revint, Jesse agit comme si de rien n'était. La disparition de Katie fut signalée à la police, mais sans témoin ni preuve, l'enquête piétina. Elle devint juste une autre enfant disparue dans une ville où les enfants s'égaraient parfois ou étaient victimes d'accidents. Sa famille la cherchait désespérément, affichant des avis et offrant des récompenses, mais Katie Curran semblait s'être volatilisée. Ce meurtre déchaîna quelque chose de primal en Jesse. Il avait franchi l'ultime frontière, pris une vie, et ne ressentait que de la satisfaction. Le pouvoir était absolu. Il avait décidé que Katie Curran cesserait d'exister, et maintenant elle n'existait plus. C'était enivrant au-delà de tout ce qu'il avait connu lors de ses séances de torture. La cruauté aléatoire de ses précédentes agressions ne semblait plus suffisante. Jesse commença à planifier quelque chose de plus grandiose, de plus théâtral. Moins d'un mois plus tard, le 18 avril 1874, Jesse rencontra Horace Millen, 4 ans, qui jouait près de la boulangerie de sa famille. Horace était encore plus jeune que Katie, à peine sorti de la petite enfance, avec cette nature confiante qui faisait de lui une cible facile. Jesse aborda l'enfant avec un charme exercé, lui parlant d'un endroit merveilleux où il pourrait voir des bateaux et peut-être attraper des poissons. Horace, avide d'aventure, prit la main de l'étrange garçon. Jesse conduisit Horace à travers les rues sinueuses du sud de Boston, dépassant les marchés animés pour entrer dans les quartiers résidentiels plus calmes. Ils marchèrent pendant près d'1 heure, Jesse inventant des histoires sur l'endroit magique qu'ils allaient visiter. D'autres enfants seraient peut-être devenus méfiants ou fatigués, mais Horace était captivé par l'attention de son nouvel ami. Les marais salants s'étendaient devant eux comme un terrain vague et gris.
Jesse avait choisi cet endroit avec soin, assez isolé pour que les cris ne soient pas entendus, mais assez accessible pour que le corps soit découvert. Il voulait que ce meurtre soit trouvé. Il voulait que Boston sache de quoi il était capable. Ce qui suivit fut une explosion de violence qui défiait l'entendement. Jesse sortit un couteau et commença à poignarder Horace avec une précision méthodique. 18 blessures, chacune délibérée, chacune conçue pour causer une douleur maximale avant que la mort n'intervienne miséricordieusement. Ce n'était pas le meurtre rapide de Katie Curran, c'était une torture prolongée et sadique qui s'est terminée par un meurtre. La confiance de Jesse en ses capacités avait grandi au point de devenir de la négligence. Contrairement à ses attaques précédentes où il avait été méticuleux pour éviter les témoins, le meurtre d'Horace Millen a été observé par plusieurs personnes qui ont vu les deux garçons marcher ensemble vers les marais. Lorsque le corps d'Horace fut découvert le lendemain matin, ces témoins fournirent des descriptions qui menèrent la police directement à Jesse Pomeroy. L'enquête progressa à une vitesse sans précédent. Les policiers interrogèrent tout le monde dans le quartier, reconstituant les mouvements de Jesse le jour du meurtre. Ils entendirent parler de l'étrange garçon à l'œil aveugle, celui qui avait été vu avec de multiples victimes au cours des dernières années. En fouillant l'atelier de confection des Pomeroy, ils firent une découverte horrifiante dans la cave. Les restes en décomposition de Katie Curran, toujours enterrés sous le tas de cendres où Jesse l'avait caché des semaines plus tôt. L'arrestation de Jesse Pomeroy provoqua une onde de choc à travers Boston et au-delà. Les gros titres des journaux hurlaient « Le démon de Boston est le plus jeune meurtrier d'Amérique ». Les éditorialistes peinaient à comprendre comment quelqu'un de si jeune pouvait commettre des actes aussi odieux. L'affaire capta l'attention nationale, des journaux jusqu'en Californie couvrant chaque détail du cas. La police de Boston avait déjà eu affaire à des enfants criminels, des petits voleurs, des gamins des rues qui devenaient parfois violents, mais rien ne les avait préparés à Jesse Pomeroy. Lorsqu'ils l'arrêtèrent le 20 avril 1874, 2 jours seulement après la découverte du corps d'Horace Millen, ils s'attendaient à trouver un enfant traumatisé qui pourrait s'effondrer pendant l'interrogatoire. Au lieu de cela, ils furent confrontés à quelque chose de bien plus dérangeant. Jesse était assis calmement dans la salle d'interrogatoire, son œil aveugle lui donnant une apparence d'un autre monde sous la faible lumière du gaz. Interrogé sur les meurtres, il ne montra aucune émotion, aucun remords, aucune peur. Il nia certaines accusations tout en admettant d'autres avec le même ton monocorde qu'il aurait pu utiliser pour parler de la météo. « Avez-vous tué Katie Curran » demanda le détective Wood. « Je ne me souviens pas », répondit Jesse, la voix stable et sans émotion. « Et Horace Millen, avez-vous poignardé ce petit garçon ?» Une pause. Puis, avec une désinvolture glaçante, « Il me dérangeait. » Le détective avait interrogé des centaines de criminels, mais le manque total d'émotion humaine de Jesse ne ressemblait à rien de ce qu'il avait jamais rencontré. Il n'y avait ni supplication, ni larmes, ni tentative de blâmer les autres ou de clamer son innocence. Jesse semblait sincèrement perplexe face à la détresse des adultes concernant ce qu'il avait fait. Le procès de Jesse Pomeroy commença en décembre 1874, attirant des foules immenses au palais de justice du comté de Suffolk. Les spectateurs faisaient la queue pendant des heures dans l'espoir d'apercevoir le garçon tueur. À l'intérieur de la salle d'audience, Jesse était assis tranquillement à côté de son avocat, jetant parfois un coup d'œil à la galerie bondée avec ce que les observateurs décrivirent comme une légère curiosité. L'accusation dépeignit Jesse comme un monstre calculateur qui était passé systématiquement de la torture au meurtre. Ils présentèrent des preuves de ses agressions antérieures, de la planification minutieuse de ses crimes et de son absence totale de remords. La défense plaida que Jesse était atteint de maladie mentale, victime d'une enfance abusive et d'un cerveau défectueux, le rendant incapable de distinguer le bien du mal. Des experts médicaux examinèrent Jesse de manière approfondie, essayant de trouver une explication physique à son comportement. Des phrénologues étudièrent la forme de son crâne, cherchant des anomalies qui pourraient expliquer ses tendances violentes. Des aliénistes, comme on appelait alors les psychiatres, l'interrogèrent pendant des heures, recherchant des signes de folie qui pourraient le sauver de la potence. Jesse reste largement silencieux tout au long de ses examens,
répondant aux questions avec des réponses minimales et ne montrant aucun intérêt à aider ni ses défenseurs ni ses accusateurs. Interrogé sur ses victimes, il en parlait comme s'il s'agissait d'objets plutôt que d'êtres humains. « La petite fille faisait trop de bruit », dit-il à propos de Katie Curran. « Je l'ai fait taire ». Le jury n'a délibéré que 5 heures avant de rendre un verdict de culpabilité pour tous les chefs d'accusation. Le juge Horace Gray condamna Jesse à la mort par pendaison, faisant de lui la plus jeune personne jamais condamnée à mort dans le Massachusetts. La salle d'audience éclata dans un mélange de satisfaction et de malaise. La justice avait été rendue, mais la perspective de pendre un garçon de 14 ans troublait de nombreux observateurs. La condamnation à mort déclencha un vaste débat public sur la justice des mineurs, la maladie mentale et la nature même du mal. Les chefs religieux soutinrent que l'exécution d'un enfant, aussi odieux que fussent ses crimes, violait les principes chrétiens. Les juristes se demandèrent si une personne si jeune pouvait vraiment comprendre les conséquences de ses actes. Les partisans de la réforme utilisèrent le cas de Jesse pour plaider en faveur d'un meilleur traitement des enfants atteints de maladies mentales. Le gouverneur William Gaston se retrouva dans une position impossible. La loi exigeait l'exécution de Jesse, mais l'opinion publique était profondément divisée. Après des mois de délibération, Gaston commua la peine de mort en une peine d'emprisonnement à perpétuité en isolement cellulaire, un compromis qui ne satisfit ni ceux qui voulaient la mort de Jesse, ni ceux qui croyaient qu'il méritait un traitement plutôt qu'une punition. Jesse fut transféré à la prison d'État de Charlottetown, où il allait passer les 40 années suivantes dans une petite cellule, seul avec ses pensées et ses crimes. Les archives de la prison montrent qu'il parlait rarement aux gardiens, passait le plus clair de son temps à lire et ne montrait aucun signe de remords ou de réhabilitation. Il devint un fantôme vivant, oublié de la majeure partie du monde, mais jamais vraiment parti. Aujourd'hui encore, plus d'un siècle plus tard, le cas de Jesse Harding Pomeroy continue de déranger et de fasciner. Les psychologues criminels modernes étudient son cas comme un exemple précoce de psychopathie juvénile, notant la progression digne d'un manuel de la cruauté envers les animaux à la violence humaine. Ces crimes ont anticipé les tueurs en série qui terroriseraient les générations futures, démontrant que la capacité au mal pouvait émerger de manière choquante au début de la vie. Ce qui rend l'histoire de Jesse particulièrement obsédante, ce n'est pas seulement la brutalité de ses crimes, mais leur nature inexplicable. Il n'était pas poussé par la pauvreté, les abus ou une maladie mentale au sens conventionnel du terme. Il était simplement un enfant qui a découvert que causer de la douleur lui procurait du plaisir, et qui a poursuivi ce plaisir avec une détermination méthodique jusqu'à ce que cela le conduise au meurtre. Le garçon à l'œil aveugle qui ne pouvait voir le monde qu'à travers un prisme de cruauté avait montré à Boston et à l'Amérique une vérité terrifiante sur la nature humaine. Le mal ne s'annonçait pas toujours avec des signes évidents. Parfois, il portait le visage d'un enfant, parlait d'une voix calme et frappait avec la soudaineté de la foudre par un ciel dégagé. Jesse Harding Pomeroy est entré à la prison d'État de Charlestown alors qu'il était un garçon de 14 ans. Lorsqu'il y est mort, en 1932, il avait 72 ans, ayant passé 58 ans derrière les barreaux. Mais les ténèbres qui l'avaient poussé à tuer Katie Curran et Horace Millen, qui l'avaient conduit à torturer d'innombrables autres enfants, n'ont jamais vieilli. Elles sont restées aussi vives et inexplicables le jour de sa mort qu'elles l'avaient été en ce matin gris d'avril où le corps du petit Horace Millen fut retrouvé dans les marais salants du sud de Boston. Il est entré en prison en tant que garçon, mais les ténèbres qui l'y ont envoyé n'ont jamais vieilli.